Abonnez-vous à Confession interdite. Maintenant, commençons. L'appel est arrivé à 2h47, un mardi. René Lemaire était déjà réveillé et lisait des dossiers dans son bureau à domicile. Une habitude prise en 30 ans de carrière comme enquêteur de la police judiciaire spécialisée dans la corruption, que la retraite n'avait pas pu effacer. Lorsque son téléphone s'est allumé en affichant le nom de Pierre, son estomac s'est noué. Son fils n'appelait jamais aussi tard, à moins d'un problème catastrophique. Papa. La voix de Pierre s'est brisée comme du verre. Ils l'ont emmené. Emma n'est plus là. René s'est levé d'un bond, le téléphone plaqué contre l'oreille. Doucement. Qui a emmené Emma? Les Carlier. Michel et Béatrice ont déposé une demande de garde en urgence. Le juge l'a signée à 21h. Les gendarmes se sont présentés à ma porte avec une ordonnance du tribunal. Je n'ai pas pu. Les mots de Pierre se sont dissous dans des sanglots déchirants qui ont serré la poitrine de René. Je n'ai pas vu ma fille depuis 6 jours. Ils refusent que je lui parle. Ils disent que je suis inapte. Papa, je ne peux pas la perdre, elle aussi. La mâchoire de René s'est contractée. Il n'avait rencontré Michel et Béatrice Carlier qu'à 3 reprises, et chaque entrevue lui avait laissé la même impression, des gens riches et mondains qui considéraient tous les autres comme des pions sur leur échiquier personnel. Après la mort de leur fille, Céline, il y a 2 ans, ils étaient passés du statut de beaux-parents distants à celui de forces omniprésentes dans la vie de Pierre, débarquant à l'improviste, remettant en question son éducation, et proférant de subtiles menaces sur ce qui était le mieux pour Emma. « Où es-tu » a demandé René, en sortant déjà des vêtements de son placard. « À la maison. Je n'ai pas dormi depuis. Je n'arrive plus à réfléchir. Mon avocat dit que nous avons une audience dans 3 jours, mais les Carlier ont un ténor du barreau de Paris. Il a déjà déposé des conclusions affirmant que je suis négligent. Que Emma est en danger avec moi. Papa. Ils mentent. Tout ce qu'ils disaient. Je sais. René a attrapé ses clés, sa sacoche d'ordinateur et la mallette en cuir qu'il n'avait pas ouverte depuis 2 ans. Envoie-moi le numéro de dossier et le nom de l'avocat par message. Je suis à 600 km. Je serai là demain matin. Papa, leur avocat a le bras long. Il a déjà fait dessaisir des juges par le passé. Ils ont de l'argent, de l'influence. Pierre. La voix de René portait cette autorité qui, jadis, poussait les fonctionnaires corrompus aux aveux dans les salles d'interrogatoire. J'ai fait tomber des sénateurs et des requins de la finance. Je ne m'inquiète pas pour Michel Carlier et son avocat parisien. Dors un peu. Nous allons récupérer Emma. Il a raccroché et s'est tenu au milieu de sa chambre, l'obscurité de l'aube naissante pesant contre les fenêtres. René Lemaire avait 62 ans, des cheveux argentés et la carrure svelte d'un homme qui courait encore 8 km chaque matin. Son visage portait les rides d'un homme ayant passé des décennies à observer les pires pulsions de l'humanité, détourneur de fonds, escroc, élu bradant la confiance publique pour un profit personnel. Il pensait en avoir fini avec ce monde. Puis, il avait reçu cet appel. René a chargé sa voiture et a pris la route vers le sud. L'autoroute était vide, à l'exception des poids lourds et de ses propres pensées sombres. Pierre était son fils unique, né tard dans la vie de René, après des années passées à privilégier sa carrière au détriment de sa famille. Son ex-femme, Patricia, avait élevé Pierre presque seul pendant que René traquait des affaires aux 4 coins du pays. À la mort de Patricia, emporté par un cancer 8 ans plus tôt, René avait tenté de reconstruire sa relation avec son fils, se montrant présent aux anniversaires et aux fêtes, essayant de compenser des décennies d'absence. Pierre s'était montré compréhensif, ne reprochant jamais à René ses échecs en tant que père. Puis, Pierre avait rencontré Céline Carlier lors d'un gala de charité pour un hôpital. Elle était belle, charmante, issue d'une famille fortunée possédant des entreprises de matériel médical dans toute la France. Ils s'étaient mariés dans l'année. Emma était née 10 mois plus tard. Pendant un temps, tout semblait parfait. René se souvenait de sa première rencontre avec Michel Carlier. L'homme avait un sourire de politicien et des yeux de banquier. Un calcul froid sous une chaleur feinte. Béatrice était pire. Que des commentaires passifs-agressifs enrobés de fausses sollicitudes. Pierre est professeur. Comme c'est pittoresque. Je suppose que tout le monde n'a pas besoin d'être ambitieux. Ils avaient clairement fait comprendre que leur fille avait fait une mésalliance.
Lorsque Céline avait perdu la vie dans un accident de voiture sur une autoroute détrempée, le chagrin des Carlier s'était mué en volonté de contrôle. Ils voulaient qu'Emma vienne vivre avec eux durant cette période difficile. Face au refus de Pierre, il s'était mis à débarquer chez lui quotidiennement, emmenant Emma dans leur domaine pour des visites qui s'éternisaient à chaque fois davantage. Pierre avait tenté de fixer des limites. Les Carlier avaient riposté avec des avocats. René s'est arrêté sur une aire de repos au lever du soleil, a acheté un café dont il n'a pas senti le goût et a ouvert son ordinateur portable. Le numéro de dossier envoyé par Pierre menait à un fichier numérique qui a fait grimper la tension artérielle de René. L'ordonnance d'urgence affirmait que Pierre était instable émotionnellement et potentiellement négligent, citant des incidents qui auraient mis Emma en danger, laissée seule dans une voiture, oubliée à la sortie de l'école maternelle, comportement erratique. Les attestations à l'appui provenaient de professeurs, de voisins, de personnes ayant soi-disant assisté au déclin de Pierre. René savait reconnaître un coup monté. Il avait bâti des dossiers de corruption sur des bases plus fragiles que cela, mais il avait aussi appris à les démonter. Les Carlier préparaient ce coup depuis des mois, semant des graines, échafaudant un récit. Ils avaient des ressources et des relations. Ce qu'ils n'avaient pas, c'était René Lemaire en train de fouiller dans leur passé. Il a passé des appels tout en conduisant, contactant d'anciennes connaissances. Sarah, j'ai besoin d'une faveur. Une vérification complète sur Michel et Béatrice Carlier, région parisienne. Relevé financier, affaires commerciales, historique de litige, la totale. Son ancienne protégée, aujourd'hui analyste principale à Tracfin, lui a promis des résultats dans les heures qui suivaient. René a passé des appels similaires à 3 autres personnes, un détective privé, un greffier qui lui devait une faveur, et un ancien agent des renseignements spécialisé dans les fraudes aux affaires familiales. Lorsqu'il s'est garé dans l'allée de Pierre à 8h30, René tenait l'ébauche de quelque chose d'intéressant. L'entreprise de matériel médical de Michel Carlier avait été impliquée dans 2 enquêtes pour fraude, toutes 2 réglées discrètement à l'amiable. Béatrice siégeait au conseil d'administration d'une association caritative pour enfants dont certaines notes de frais étaient douteuses. Rien de concluant, mais suffisant pour suggérer que la façade parfaite des Carlier comportait des failles. Pierre a ouvert la porte, le visage creusé. Il avait perdu du poids. Ses yeux étaient enfoncés et cernés de rouge, et son apparence, d'ordinaire soignée, était négligée. René l'a pris dans ses bras. Elle n'a que 4 ans, a murmuré Pierre. Elle ne comprend pas pourquoi je ne suis pas venu la chercher. Papa, et s'il la convainc que je l'ai abandonnée? Et si? Nous allons arranger ça, a déclaré René avec fermeté. Montre-moi tout. Chaque document, chaque email, chaque interaction avec les Carlier. Je veux avoir une vue d'ensemble. Ils ont étalé des papiers sur la table de la cuisine. L'ordonnance de garde en urgence reposait sur 3 attestations sur l'honneur. Madame Éléonore Martin, l'institutrice d'Emma, affirmait que Pierre avait oublié de venir chercher sa fille à 2 reprises en un mois. Monsieur Stéphane Nolin, un voisin, rapportait avoir vu Pierre laisser Emma seule dans sa voiture pendant qu'il faisait une course. Le docteur Vincent Klein, un thérapeute familial, déclarait que Pierre présentait des signes de dépression sévère et était potentiellement inapte à s'occuper d'un enfant. C'est un tissu de mensonges, a lâché Pierre, la voix tremblante d'épuisement et de rage. Je n'ai jamais oublié d'aller chercher Emma. Madame Martin l'adore. Il est impossible qu'elle ait dit ça. Et Stéphane Nolin. Il a eu un rire amer. Nous avons dû échanger 10 mots en tout et pour tout. Il serait bien incapable de dire si je suis déprimé ou si je danse dans la rue. René a étudié les attestations avec l'attention minutieuse qui l'avait rendu légendaire dans les services. Quelque chose clochait. Le style était trop similaire d'une déclaration à l'autre, trop soigné. Il ne s'agissait pas de témoignages spontanés. C'étaient des récits préfabriqués. Les Carlier connaissaient-ils ces personnes, a demandé René. Pierre a secoué la tête. Pas à ma connaissance. Attends. Michel a mentionné avoir rencontré l'institutrice d'Emma lors d'une kermesse il y a quelques mois. Il a fait un don important à l'école maternelle. C'était là, le premier fil à tirer. René avait déjà vu cela dans des affaires de corruption. Des gens riches qui croient que leur argent peut remodeler la réalité selon leurs désirs. Ils achetaient des témoignages, probablement sans même que les témoins ne comprennent pleinement à quoi ils participaient. Un don généreux à une école en difficulté. Une conversation amicale avec une institutrice.
Peut-être un commentaire désinvolte exprimant des inquiétudes quant au bien-être de Pierre. L'institutrice veut t'aider, alors elle signe un document en pensant agir pour le bien d'un enfant. Même schéma avec le voisin. Le thérapeute. J'ai besoin que tu te reposes, a dit René. Que tu dormes vraiment. Tu ne seras d'aucune utilité à Emma si tu t'effondres. Je ne peux pas dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois son visage. Quand les gendarmes. René a serré l'épaule de son fils. Je suis là, maintenant. C'est mon métier. Fais-moi confiance. Pierre a hoché lentement la tête, toute combativité l'abandonnant. Il semblait avoir de nouveau 16 ans, comme à l'époque où Patricia se mourait et où il avait eu besoin que René soit fort. René n'avait pas été assez présent à l'époque. Il ne referait pas cette erreur. Pendant que Pierre dormait, René a travaillé. Il a appelé son contact à l'inspection académique et a appris que Michel Carlier avait bel et bien fait un don de 46 000 € pour financer leur nouvelle aire de jeu. 2 semaines avant que l'institutrice ne signe son attestation. Il a retrouvé l'adresse de Stéphane Nolin et a découvert que l'homme avait 3 mois de retard sur son prêt immobilier, jusqu'à ce qu'un mystérieux paiement n'efface sa dette à peu près à la même période. Le docteur Vincent Klein n'avait, en fait, jamais rencontré Pierre. Son évaluation reposait entièrement sur des informations fournies par les Carlier eux-mêmes. Le schéma s'est cristallisé. Les Carlier avaient fabriqué une crise de toutes pièces, acheté des témoins et utilisé leurs relations pour précipiter une ordonnance d'urgence avant que Pierre ne puisse organiser sa défense. C'était d'une impitoyable élégance, et cela aurait fonctionné contre quelqu'un dépourvu de ressources. Mais Pierre avait René, et René avait passé 3 décennies à apprendre comment les gens privilégiés se croyaient au-dessus des lois. Il a ouvert un nouveau document sur son ordinateur portable et a commencé à écrire. Pas des conclusions juridiques. Il laisserait cela à l'avocate de Pierre. Il s'agissait d'autre chose. Quelque chose qu'il avait fait d'innombrables fois lors d'enquêtes pour corruption. Il élaborait une chronologie, traquant l'argent, reliant les points que les Carlier croyaient avoir dissimulés. Chaque don, chaque paiement, chaque conversation. Il construisait leur cage à partir de leurs propres actions. Lorsque Pierre s'est réveillé 8 heures plus tard, René avait passé 17 appels supplémentaires et noirci 40 pages de notes. Il a levé les yeux alors que son fils traînait les pieds dans la cuisine, d'apparence un peu plus humaine après avoir dormi. L'audience est dans 2 jours, a déclaré René. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je dis. Peux-tu faire ça? Pierre a acquiescé. Que as-tu trouvé? René a souri. Cette expression de prédateur qui, autrefois, poussait les fonctionnaires corrompus à commencer à négocier. Tout ce dont nous avons besoin. Mais il va nous falloir encore une chose. Quoi? Il faut que les Carlier se sentent en totale sécurité. Ne les contacte pas. Ne te bats pas, laisse-les penser qu'ils ont déjà gagné. En es-tu capable? Peux-tu leur laisser croire qu'ils ont pris ta fille et que tu es impuissant face à cela? Le visage de Pierre s'est durci. S'il s'agit de récupérer Emma, je suis prêt à tout. Bien. René a refermé son ordinateur. Parce que dans 2 jours, nous allons entrer dans cette salle d'audience, je vais remettre un dossier au juge Rousseau, et quand il lira ce qu'il contient, les Carlier vont apprendre une chose importante. Laquelle? Le sourire de René n'atteignit pas ses yeux. Qu'ils auraient dû vérifier qui était ton père avant de déclencher cette guerre. La propriété des Carlier s'étendait sur 5 hectares dans la banlieue la plus huppée de Neuilly-sur-Seine, derrière des grilles en fer forgé et des haies impeccablement taillées. Pierre n'y était allé qu'une poignée de fois pendant son mariage avec Céline, se sentant toujours comme un intrus dans ces pièces remplies de meubles anciens et de gens qui mesuraient la valeur d'une personne à son portefeuille d'actions. 24 heures avant l'audience pour la garde, Michel Carlier se tenait dans son bureau, examinant des documents avec son avocat, un requin aux cheveux argentés nommé Charles Gauthier, qui facturait 750 € de l'heure et n'avait jamais perdu une affaire au tribunal des affaires familiales. C'est dans la poche, a déclaré Gauthier d'une voix douce comme la soie. Le juge Rousseau a signé l'ordonnance provisoire. L'audience de demain est une formalité. Nous présentons nos preuves, l'avocat de Pierre bredouille quelques faibles objections, et vous repartez avec la garde définitive. 6 mois plus tard. Vous pourrez déposer une demande d'adoption plénière. Ce garçon disparaîtra définitivement de la vie d'Emma. Michel s'est servi un scotch dans une carafe en cristal. Vous en êtes certain? Pas de mauvaise surprise. Aucune.
Nos témoins sont solides. Nous avons documenté un schéma de négligence que n'importe quel juge trouvera irréfutable. Et honnêtement, Pierre n'a pas les ressources nécessaires pour nous affronter. C'est un professeur d'anglais au lycée qui vit d'un salaire à l'autre. Son avocat commis d'office est débordé et mal préparé. Et son père a demandé Béatrice depuis l'embrasure de la porte. Elle portait des perles et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que ce que Pierre gagnait en un mois. Pierre a mentionné que son père allait venir. Gauthier a eu un geste dédaigneux de la main. René Lemaire, enquêteur à la retraite, vit dans une petite ville à 600 km d'ici. Il n'a aucune qualité pour agir dans cette affaire. Et même s'il essaie d'interférer, il est hors de sa juridiction et complètement dépassé. Ce n'est pas une affaire de corruption fédérale. C'est le tribunal des affaires familiales. Une toute autre arène. Michel a souri. C'était presque trop facile. À la mort de Céline, il avait été dévasté. Son unique enfant, disparu en un instant. Mais le chagrin avait rapidement laissé place à la lucidité. Emma était la dernière de leur lignée. Elle méritait mieux que d'être élevée dans un quartier de classe moyenne par un homme qui considérait qu'enseigner Shakespeare à des adolescents était une carrière convenable. Emma méritait cet héritage, les meilleures écoles, les bonnes relations, un avenir digne de son rang. Pierre n'avait été qu'un désagrément temporaire, un mari médiocre qui avait eu de la chance lorsque Céline s'était rebellée contre les attentes de ses parents. Michel l'avait toléré pendant leur mariage, à grand-peine. Après la mort de Céline, il avait clairement signifié que le rôle de père de Pierre était négociable. Face au refus de Pierre de lui céder Emma de son plein gré, Michel avait tout simplement acheté ce dont il avait besoin, des témoins, des déclarations, un juge qui devait des faveurs à des partenaires de golf de Michel. C'est ainsi que fonctionnait le monde quand on avait de l'argent et des relations. Les gens comme Pierre ne comprenaient jamais cela. Où est Emma en ce moment, a demandé Michel. Dans la chambre d'enfant avec la fille au père, a répondu Béatrice. Elle a encore réclamé son père ce matin. Je lui ai dit que papa était malade et ne pouvait pas venir la voir pour le moment, mais que nous prendrions grand soin d'elle. Elle s'adapte bien. Béatrice a hésité. Elle pleure parfois la nuit. Elle appelle Pierre, mais les enfants sont résilients. Une fois l'adoption finalisée, elle l'oubliera complètement. Nous sommes sa famille, maintenant. Michel a levé son verre. À la famille. Gauthier a trinqué avec lui, dépensant déjà mentalement ses honoraires. Aucun d'eux n'avait remarqué le petit détail dans le dossier. La constitution d'une nouvelle avocate, déposée ce matin-là pour Pierre Lemaire. Non pas un avocat commis d'office, mais une pointure en droit de la famille venue de province. Quelqu'un réputé pour anéantir la partie adverse lors des batailles pour la garde d'enfants. Et aucun d'eux ne savait que René Lemaire était, à cet instant précis, assis dans le bureau d'un juge avec des documents qui allaient réduire à néant tout ce qu'ils avaient échafaudé. Le palais de justice était un imposant bâtiment de pierre de taille et de verre, le genre d'architecture conçu pour que les gens se sentent minuscules face au poids de la justice. René est arrivé à 7h30, 3 heures avant l'audience, portant la mallette en cuir qui avait été sa compagne au cours de centaines d'enquêtes. Il avait à peine dormi, passant la nuit à assembler les dernières pièces de son dossier. Pas le dossier juridique. La nouvelle avocate de Pierre, une femme brillante nommée Geneviève Caron, qui devait une faveur à René depuis une affaire datant de plusieurs années, s'en chargeait. Le travail de René était différent. Il avait fabriqué un piège, et maintenant il le tendait. La greffière du juge Arnaud Rousseau, une femme au regard vif nommée Aline Vignal, a immédiatement reconnu René. Ils avaient travaillé ensemble lorsqu'elle était assistante juridique au parquet, avant qu'elle ne soit transférée au tribunal des affaires familiales. Monsieur le maire, a-t-elle dit d'une voix soigneusement neutre. L'audience n'est qu'à 10 heures. J'ai besoin de 10 minutes avec le juge Rousseau dans son bureau. Les sourcils d'Aline se sont haussés. Avant l'audience ? C'est tout à fait irrégulier. Si cela concerne l'affaire, toutes les communications doivent passer par. Ça ne concerne pas l'affaire, a menti René avec aplomb. Cela concerne la sécurité du juge Rousseau et l'intégrité du tribunal. 10 minutes, Aline. Je ne le demanderai pas si ce n'était pas crucial. Elle l'a observé pendant un long moment, puis a hoché la tête. Attendez ici. Le juge Rousseau est apparu 15 minutes plus tard. Un homme sévère approchant la soixantaine, réputé pour diriger sa salle d'audience d'une main de fer.
Il avait été nommé à ce poste 12 ans plus tôt, après une brillante carrière de procureur. Il n'avait pas l'air ravi de cette interruption. Monsieur le maire, cette démarche est inappropriée, a déclaré Rousseau. Si vous êtes ici pour l'affaire de garde concernant les Carlier. Je suis ici pour fraude et subornation de témoins, a rétorqué doucement René. Et pour vous expliquer comment Michel Carlier a compromis votre tribunal. Mais si vous préférez découvrir cela pendant l'audience, devant tout le monde, je peux attendre. L'expression de Rousseau est passée de l'agacement à la prudence. Dans mon bureau. Vous avez 5 minutes. Une fois la porte fermée, René a ouvert sa mallette et en a retiré une fine chemise cartonnée. Je vais vous raconter une histoire, monsieur le juge, et ensuite je vais vous fournir des preuves qui vont vous mettre très en colère. Il a exposé la chronologie des faits. Le don de 46 000 € de Michel Carlier à l'école maternelle d'Emma 2 semaines avant que l'institutrice ne signe une attestation. La dette hypothécaire de Stéphane Nolin mystérieusement épongée par une société écran que René avait pu relier au cabinet comptable de l'entreprise de matériel médical. L'évaluation du docteur Vincent Klein sur un patient qu'il n'avait jamais rencontré, rémunéré par des honoraires de consultation provenant de devinez qui. C'est de la subornation de témoins, a déclaré calmement René. C'est une escroquerie au jugement. Et ça ne s'arrête pas là. Il a fait glisser des relevés bancaires montrant des paiements de l'entreprise Carlier Médical à un cabinet de lobbying. L'associé principal de ce cabinet jouait au golf 2 fois par mois avec le juge Rousseau. Ils avaient déjeuné ensemble 3 semaines plus tôt, la veille du jour où Rousseau avait signé l'ordonnance de garde en urgence. Je ne suggère pas que vous ayez été soudoyé, monsieur le juge, a précisé René avec précaution. Mais je dis que Michel Carlier savait exactement quel juge serait favorable à sa cause, et il s'est assuré que ses contacts déjeunent avec vous juste avant de déposer sa requête. Il manipule votre tribunal via vos relations professionnelles. Le visage de Rousseau était passé de la prudence à la fureur. Avez-vous des preuves de ces paiements? René lui a remis des documents, relevés bancaires, extraits KBIS de sociétés écrans, reçus de dons, preuves de paiement de crédit immobilier. Tout était traçable, tout était documenté avec la rigueur d'une enquête judiciaire. J'ai 30 ans d'expérience dans la traque d'argent à travers des systèmes corrompus. Monsieur le juge, c'est mon métier. Michel et Béatrice Carlier ont fabriqué de toutes pièces une crise. Ils ont acheté des témoins et utilisé leur relation pour voler ma petite fille à son père. Et ils l'ont fait en se servant de votre tribunal. Rousseau a examiné les documents, les mains tremblant légèrement de colère. Pourquoi n'avez-vous pas soumis cela aux avocats, et déposé les requêtes appropriées? Parce que la voie officielle prend du temps. Ma petite fille est loin de son père depuis 7 jours. Chaque jour qu'elle passe avec les Carlier, il l'empoisonne contre Pierre, en lui disant que son père l'a abandonné. Il faut que ça se termine aujourd'hui. Et j'exige que les Carlier fassent face aux conséquences de leurs actes. Le juge est resté silencieux un long moment. Ces preuves, vous les avez obtenues légalement? Chaque document provient de registres publics, de dépôt au tribunal ou a été fourni par des témoins coopératifs. Je n'ai rien fait d'illégal, monsieur le juge. Je sais simplement comment trouver les informations que certains préféreraient garder cachées. Rousseau a refermé le dossier. Si ces allégations s'avèrent fondées, mais j'insiste sur le si, c'est l'un des cas les plus scandaleux d'escroquerie au jugement que j'ai vu dans ma carrière. Elles le sont, a assuré René. Et d'ici 2 heures environ, vous aurez Michel et Béatrice Carlier dans votre salle d'audience, sous serment, avec l'intention probable de présenter leurs fausses preuves comme s'ils avaient déjà gagné. J'ai besoin que vous les laissiez. Pardon? René a souri. Laissez-les plaider leur cause. Laissez leur avocat interroger Pierre. Laissez-les penser qu'ils sont en train de gagner. Et ensuite, quand ils se seront totalement compromis, quand ils se seront parjurés devant témoins. C'est là que vous frapperez un grand coup. Parce que je veux que leur chute soit publique. Je veux qu'Emma dispose d'un compte rendu d'audience montrant exactement quel genre de personnes sont ses grands-parents. Et je veux qu'ils soient arrêtés devant tous ceux qu'ils ont amenés pour assister à leur triomphe. Rousseau a plissé les yeux. Vous voulez que je transforme ma salle d'audience en un piège? Je veux que vous rendiez la justice, l'a corrigé René. Le piège est déjà tendu. Les Carlier l'ont fait eux-mêmes lorsqu'ils ont décidé de mentir sous serment. Le juge a scruté René pendant un long moment. Vous savez que je pourrais vous poursuivre pour outrage à magistrat à cause de cette communication unilatérale. Vous le pourriez.
Mais vous ne le ferez pas, car vous êtes aussi furieux que moi que quelqu'un ait tenté de corrompre votre tribunal. Rousseau s'est emparé du dossier. Je vais examiner ces preuves. Si elles sont aussi solides que vous l'affirmez, nous agirons en conséquence. Mais monsieur le maire, sa voix s'est durcie. Si vous m'avez fait perdre mon temps ou si vous avez falsifié quoi que ce soit, je veillerai à ce que vous le regrettiez. Je n'en attends pas moins de vous, monsieur le juge. René a quitté le bureau et a trouvé Pierre faisant les 100 pas dans le couloir avec Geneviève Caron, une femme perspicace d'une quarantaine d'années qui avait l'air de pouvoir réduire l'avocat de la partie adverse aux larmes par un simple regard. Votre père vient de commettre environ 6 violations de l'éthique professionnelle, a-t-elle déclaré d'un ton sec. J'espère que ça en valait la peine. Ça les valait, a répondu René. Comment tient le coup Pierre? Je suis terrifié, a admis Pierre. Papa, et si ça ne marche pas? Et si? René a empoigné l'épaule de son fils. Ça va marcher. Fais-moi confiance. Dans 2 heures, tu auras récupéré Emma, et les Carlier comprendront exactement ce qui arrive quand on s'en prend à ma famille. À 9h45, la salle d'audience a commencé à se remplir. Michel et Béatrice Carlier sont arrivés avec leur cour, leur avocat, Charles Gauthier, plusieurs partisans tirés à 4 épingles, et même quelques journalistes de la presse mondaine. Ils semblaient confiants, détendus. Béatrice portait une robe de grand couturier qui respirait la richesse et la respectabilité. Le costume de Michel coûtait probablement 4 600 €. Ils ont aperçu Pierre et René, et les lèvres de Michel se sont étirées en un petit sourire méprisant. Pierre portait son meilleur costume, qui faisait tout de même bas de gamme comparé à celui de Michel, et René portait un simple costume gris qui avait suffi autrefois pour témoigner devant des commissions d'enquête. Monsieur le maire, a dit Michel, la voix dégoulinante d'une fausse compassion. Je comprends que cela doit être difficile pour vous, mais vous voyez bien qu'Emma a besoin de stabilité. Pierre a bien du mal à s'en sortir, et un enfant a besoin. Gardez ça pour le juge, a coupé sèchement René. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour ce qui vous attend. Le sourire de Michel s'est élargi, mais René aperçut une lueur d'incertitude dans ses yeux. Parfait. Qu'il se pose des questions. À 10 heures précises, le juge Rousseau a fait son entrée dans la salle d'audience. Tout le monde s'est levé. Le juge a pris place, a ouvert un dossier, le dossier de René, et a regardé l'assemblée. Dans l'affaire de la requête de garde en urgence, a commencé Rousseau d'une voix empreinte d'une autorité absolue, nous sommes ici pour statuer sur l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, Emma Lemaire, 4 ans. Maître Gauthier, je crois savoir que vous représentez les demandeurs. Oui, monsieur le juge. Gauthier s'est levé, rayonnant d'assurance. Plaise au tribunal, nous disposons de preuves substantielles démontrant que Pierre Lemaire est inapte à s'occuper de sa fille et qu'une intervention immédiate était nécessaire pour protéger le bien-être de l'enfant. Poursuivez, a dit Rousseau, son visage ne laissant rien transparaître. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, Gauthier a présenté l'argumentation des Carlier. Il a fait comparaître Madame Martin, l'institutrice de l'école maternelle, qui a témoigné en larmes que Pierre avait oublié de venir chercher Emma. Il a présenté l'attestation de Stéphane Nolin, affirmant avoir vu Emma laissée seule. Il a cité l'évaluation du docteur Klein, suggérant que Pierre souffrait de dépression et était potentiellement incapable de s'occuper de sa fille. Pierre restait raide aux côtés de René, les poings serrés alors que les mensonges s'accumulaient dans la salle d'audience. René a posé une main ferme sur le bras de son fils, pour l'aider à garder son calme. Pas encore. Laissons-les finir de construire leur propre piège. Gauthier a conclu avec panache. Monsieur le juge, les Carlier sont les derniers parents vivants d'Emma du côté maternel. Ils ont les ressources, la stabilité et un amour sincère pour cet enfant afin de lui offrir ce que son père est tout simplement incapable de lui donner. Nous demandons au tribunal de transformer cette garde provisoire en garde définitive, dans l'intérêt supérieur d'Emma. Michel et Béatrice ont opiné du chef solennellement, jouant à la perfection le rôle des grands-parents inquiets. Maître Caron, a déclaré le juge Rousseau. À vous de répondre. Geneviève s'est levée, et René a senti la température de la pièce changer. Monsieur le juge, j'aimerais appeler mon premier témoin, René Lemaire. Gauthier a froncé les sourcils. Objection. Monsieur Lemaire n'a aucune qualité pour agir dans cette affaire. Il n'est pas parti au dossier. Il est le grand-père de l'enfant, a rétorqué Geneviève avec fluidité.
Et il a un témoignage pertinent concernant la conduite des demandeurs. Si Maître Gauthier souhaite soutenir que les grands-parents ne sont pas pertinents dans les affaires de garde d'enfants, je serais ravi de l'entendre plaider ce point. Rousseau a hoché la tête. J'accepte. Monsieur le maire, veuillez vous présenter à la barre. René s'est avancé vers la barre des témoins, a prêté serment et s'est installé sur la chaise avec l'aisance de quelqu'un qui a témoigné des centaines de fois. Il a croisé le regard de Michel et a vu le premier véritable éclair d'inquiétude traverser le visage de l'homme. Monsieur le maire, a commencé Geneviève. Pouvez-vous décrire votre parcours professionnel? J'ai passé 30 ans comme enquêteur à la police judiciaire, spécialisé dans la corruption, la fraude et la criminalité en col blanc. J'ai enquêté sur des sénateurs, des dirigeants d'entreprises et des figures du crime organisé. Je suis formé à la jury-comptabilité, aux techniques d'interrogatoire et à l'analyse documentaire. Et lorsque vous avez appris que votre petite-fille avait été retirée à votre fils, qu'avez-vous fait? J'ai enquêté sur les demandeurs, a répondu simplement René. Parce que leurs allégations contre mon fils n'avaient aucun sens. Pierre est un père dévoué, alors j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai suivi l'argent. Gauthier a bondi sur ses pieds. Objection. C'est totalement hors de propos. Rejeté, a déclaré Rousseau d'une voix dure. Je veux entendre cela. Continuez, monsieur le maire. René a ouvert un dossier. J'ai découvert que 2 semaines avant que madame Martin ne signe son attestation, Michel Carlier a fait un don de 46 000 € à son école maternelle. Que le lendemain du jour où Stéphane Nolin a signé son attestation. Ces impayés de crédit immobilier ont été mystérieusement réglés par une société écran liée à Carlier Médical. Que le docteur Klein n'a, en réalité, jamais rencontré mon fils. L'intégralité de son évaluation était basée sur des informations fournies par les Carlier eux-mêmes. Et rémunéré par des honoraires de consultation de 4 600 €. Des murmures ont éclaté dans la salle d'audience. Le visage de Michel a blêmi. Béatrice s'est agrippée au bras de son mari. Monsieur le juge, c'est scandaleux, a bafouillé Gauthier. Ce sont des accusations sans fondement. Vraiment? La voix de Rousseau a tranché le brouhaha comme une lame. Parce que j'ai les mêmes documents sous les yeux, maître Gauthier. Relevés bancaires, reçus de dons, tous issus de registres publics. Monsieur le maire, continuez. René a regardé les Carlier droit dans les yeux. Michel et Béatrice Carlier n'ont pas déposé de demande de garde en urgence parce qu'Emma était en danger. Ils l'ont déposé parce qu'ils veulent effacer mon fils de la vie de leur petite fille. Ils pensent que leur argent et leurs relations les placent au-dessus des lois. Ils ont fabriqué des preuves de toutes pièces. Acheté des témoins et commis une escroquerie envers ce tribunal. Et ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que personne n'y prêterait attention. C'est une parodie de justice. Michel s'est levé, le visage rouge. Monsieur le juge, nous aimons Emma. Tout ce que nous avons fait, c'était pour la protéger. Pierre est instable. Il est. Asseyez-vous, monsieur, a ordonné froidement Rousseau. Vous aurez l'occasion de témoigner sous serment. En fait, j'y insiste. Huissier, faites prêter serment à aimer madame Carlier. L'heure qui a suivi fut dévastatrice. Sous l'interrogatoire implacable de Geneviève, le dossier de Michel et Béatrice s'est effondré. Michel a balbutié des explications affirmant que ces dons n'avaient aucun lien avec les attestations, jusqu'à ce que Geneviève ne présente la chronologie montrant que les versements avaient eu lieu à quelques jours d'intervalle de chaque déclaration signée. Béatrice a prétendu qu'elle connaissait à peine madame Martin, jusqu'à ce que Geneviève ne produise des emails montrant qu'elles avaient déjeuné ensemble, spécifiquement pour discuter de leurs inquiétudes concernant Pierre. Avez-vous, oui ou non, pris les dispositions pour payer le crédit immobilier de Stéphane Nolin, a exigé Geneviève. C'était un acte de charité, a fanfaronné Michel. Il perdait pied. Et le paiement provenait d'une société écran que votre cabinet d'expertise comptable a créé spécifiquement pour cette transaction. Une société qui a existé pendant exactement 3 jours avant d'être dissoute. Ce n'est pas de la charité, monsieur. C'est de la subornation de témoins. Le juge Rousseau en avait assez entendu. Monsieur et madame Carlier, je trouve votre témoignage contradictoire, évasif et franchement invraisemblable. De plus, les preuves suggèrent que vous vous êtes livré à une escroquerie au jugement. Comprenez-vous la gravité de cette accusation? Béatrice s'est mise à pleurer.
de vraies larmes cette fois-ci, pas la fausse compassion fabriquée de tout à l'heure. Michel avait l'air de vouloir vomir. Monsieur le juge, a tenté Gauthier une dernière fois. Mes clients ont peut-être fait preuve d'un manque de discernement, mais leurs intentions étaient pures. Ils voulaient seulement. Ils voulaient voler une enfant à son père en utilisant le mensonge et l'argent, l'a interrompu Rousseau, et je ne tolérerai pas cela dans mon tribunal. L'ordonnance de garde en urgence est annulée avec effet immédiat. Emma Lemaire doit être rendue à son père dans l'heure. Par ailleurs, je transmets ce dossier au procureur de la République pour une enquête sur des faits de subornation de témoins et d'escroquerie. Policiers, placez M et Madame Carlier en état d'arrestation. La salle d'audience a explosé. Les journalistes se sont précipités sur leur téléphone. Les partisans des Carlier ont halté sous le choc. Michel s'est agrippé au bras de son avocat, mais Gauthier reculait déjà, ne voulant pas être associé à des clients faisant face à des poursuites pénales. C'est de la folie, a crié Michel alors que les policiers s'approchaient. Vous ne pouvez pas. Nous sommes des membres respectés de cette société. Nous avons des droits. Vous aviez le droit de demander la garde honnêtement, a déclaré Rousseau, la voix glaciale. Vous avez choisi de commettre des délits à la place. Agents, emmenez-les. René a regardé Michel et Béatrice Carlier se faire emmener menottes au poignet. Leur façade parfaite avait volé en éclats. Béatrice sanglotait. Michel hurlait qu'il y aurait des procès, qu'il ferait jouer ses relations et que ce n'était pas fini. Mais c'était bel et bien fini. René avait vu cette scène se dérouler des dizaines de fois avec des notables corrompus qui pensaient que leur richesse et leur pouvoir les rendaient intouchables. L'expression sur leur visage était toujours la même lorsqu'ils réalisaient que les règles s'appliquaient aussi à eux. Pierre restait pétrifié, les larmes coulant sur son visage. Emma, a-t-il chuchoté. Est-ce que je peux? Ils sont déjà en train de l'amener, a dit doucement René. Elle est dans une salle de réunion avec une assistante sociale. Elle est en sécurité, Pierre. Tu peux la voir, maintenant. Son fils s'est levé sur des jambes tremblantes. René a passé un bras autour de lui, et ils sont sortis ensemble de la salle d'audience, traversant le chaos, ignorant les journalistes qui criaient leurs questions, pour rejoindre un couloir calme. Une porte s'est ouverte, et une assistante sociale est apparue, tenant la main d'Emma. La petite fille avait des boucles blondes et les yeux de son père. Elle semblait fatiguée et perdue, mais quand elle a vu Pierre, son visage s'est métamorphosé. « Papa » a-t-elle crié, se dégageant pour courir vers lui. Pierre est tombé à genoux et l'a rattrapé, la serrant si fort. René a cru qu'il ne la lâcherait plus jamais. « Ma chérie » a sangloté Pierre. « Je suis tellement désolé. Je suis là maintenant. Papa est là. » Emma s'est accrochée à lui, en pleurant. « Tu m'as manqué. Mamie m'a dit que tu étais malade. Est-ce que tu vas mieux maintenant? » Je vais mieux, a réussi à dire Pierre à travers ses larmes. Tellement mieux. Et nous rentrons à la maison ensemble. Je te le promets, Emma. Je ne laisserai plus jamais personne t'éloigner de moi. René s'est tenu en retrait, regardant son fils et sa petite-fille se retrouver, sentant une oppression dans sa poitrine se relâcher enfin. Il avait passé 30 ans à mettre des criminels derrière les barreaux. Mais cela, voir Pierre enlacer Emma, en sachant qu'ils étaient en sécurité. Cela valait plus que toutes ces affaires réunies. Geneviève s'est approchée, un léger sourire aux lèvres. Vous savez, la plupart des gens auraient géré cela par les voies officielles. La plupart des gens ne se font pas voler leur petite fille par des millionnaires corrompus, a répondu René. Merci, Geneviève. Je vous suis redevable. Vous ne me devez rien. Ce fut le moment le plus satisfaisant de ma carrière au tribunal. Elle a fait une pause. La procureure de la République va réclamer vos preuves pour la procédure pénale. C'est déjà compilé. Je les ferai livrer cet après-midi. Elle a secoué la tête avec amusement. Bien sûr que vous le ferez. Vous savez, si jamais vous vous ennuyez à la retraite, je pourrais avoir besoin d'un enquêteur avec vos compétences. J'y réfléchirai, a dit René. Mais ses yeux étaient rivés sur Pierre et Emma. Son fils portait maintenant sa fille dans ses bras vers eux. La tête d'Emma reposait sur son épaule, et ses yeux se fermaient d'épuisement. Elle avait traversé un traumatisme qui prendrait du temps à guérir, mais elle était avec son père. C'était ce qui comptait. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison, a demandé Emma d'une voix endormie. Oui, bébé,
a répondu Pierre. Nous pouvons rentrer à la maison. Ils ont quitté le palais de justice ensemble alors que le soleil atteignait son zénith, projetant de longues ombres sur les marches. Derrière eux, Michel et Béatrice Carlier étaient intégrés au système judiciaire qu'ils pensaient pouvoir manipuler. Leur avocat tentait d'organiser leur libération sous caution, mais le juge Rousseau l'avait fixé à un montant suffisamment élevé pour faire passer un message. René a posé une main sur l'épaule de Pierre pendant qu'il marchait. « Tu t'en es bien sorti, là-dedans. »« Je n'ai rien fait. »« Tu as tout fait. »« Non, » a affirmé René. « Tu as gardé Emma en sécurité et tu l'as aimée pendant 4 ans. Tu as refusé d'abandonner quand on te disait que tu ne pouvais pas gagner. Tu m'as fait confiance quand je t'ai dit que je t'aiderais. Il fallait de la force pour ça. Pierre, ne te sous-estime pas. » Pierre a basculé Emma sur son autre épaule. Sa respiration était profonde et régulière, à présent. « Papa, je ne sais pas comment te remercier pour. »« Tu n'as pas à me remercier. Tu es mon fils. Emma est ma petite fille. La famille protège la famille. » René a marqué une pause, puis a ajouté doucement, « Je n'ai pas été assez présent pendant que tu grandissais. J'ai raté trop de choses. Je courais après les affaires et les promotions. Je ne peux pas récupérer ces années, mais je peux être là, maintenant, et je le suis. Quoi que tu aies besoin. À n'importe quel moment, je suis là. » Les yeux de Pierre se sont de nouveau remplis de larmes. « Je sais. Et papa, que tu sois là maintenant, ça représente tout pour moi. » Ils ont atteint le parking, et René a aidé à attacher Emma dans le siège auto de la voiture de Pierre. Elle était complètement endormie, désormais, épuisée par le stress et l'émotion. Pierre se tenait près de la voiture, se contentant de la regarder respirer comme pour se convaincre qu'elle était vraiment là. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé Pierre. L'avocat des Carlier parlait de faire appel. « Laisse-le parler », a répondu René. Ils font face à des accusations pénales pour escroquerie et subornation de témoins. Aucun juge ne prendra leur demande de garde au sérieux après ça. Et je veillerai à ce que la procureure ait tout ce qu'il faut pour les faire condamner. Les Carlier sont finis. Pierre. Ils auront de la chance s'ils ne finissent pas en prison. Et pour Emma, quand elle sera plus grande? Quand elle posera des questions sur eux. Tu lui diras la vérité. Qu'ils aimaient tellement leur fille qu'ils ont été aveuglés par leur chagrin. Qu'ils ont fait des choix terribles. Que tu leur as pardonné, mais que tu ne pouvais pas les laisser lui faire du mal pour se soulager eux-mêmes. Emma est intelligente. Elle comprendra. René a posé une main sur l'épaule de son fils. Mais c'est une conversation que tu n'auras que dans plusieurs années. Pour le moment, tu as juste besoin de la ramener à la maison et de l'aider à se sentir de nouveau en sécurité. Pierre a hoché la tête et est monté dans sa voiture. René les a regardés s'éloigner, puis s'est assis dans son propre véhicule pendant un long moment. Son téléphone vibrait sous les messages. D'anciens collègues qui avaient aidé à l'enquête, le bureau de la procureure qui demandait un entretien, et même un journaliste réclamant une déclaration. Il les a tous ignorés. Au lieu de cela, il a repensé au visage d'Emma lorsqu'elle avait vu son père. À la façon dont Pierre l'avait serrée contre lui comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. À la façon dont la justice avait finalement, et définitivement, été rendue. René avait passé sa carrière à croire au système, à l'idée que la vérité et les preuves pouvaient vaincre la corruption. Il avait vu cette conviction mise à l'épreuve d'innombrables fois, vu des coupables s'en tirer libres parce qu'ils avaient de meilleurs avocats ou plus de relations. Mais aujourd'hui, le système avait fonctionné. Aujourd'hui, les gentils avaient gagné. Il a démarré sa voiture et a entamé le long trajet de retour. Il pensait déjà à la semaine suivante, quand Pierre avait promis d'amener Emma lui rendre visite. René avait une petite fille à découvrir, une relation à construire. Il avait été un père absent. Il ne serait pas un grand-père absent. Quant à Michel et Béatrice Carlier, ils étaient en train d'apprendre une leçon que René avait enseignée à maintes reprises au cours de sa carrière. L'argent et les relations peuvent acheter beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas tout acheter. Et ils ne peuvent surtout pas vous protéger quand quelqu'un qui sait comment démanteler des systèmes corrompus décide que vous êtes allé trop loin. Ils auraient dû vérifier qui était le père de Pierre. Mais au moment où ils avaient réalisé leur erreur, René Lemaire avait déjà construit leur cage. Et le juge Rousseau en avait verrouillé la porte. La justice avait été rendue. Une famille avait été réunie. Et René Lemaire,
après 30 ans à traquer la corruption, avait sauvé les personnes qui comptaient le plus. La route s'étirait devant lui. Et pour la première fois depuis des années, René se sentait en paix. Il avait passé sa vie à livrer les batailles des autres. Aujourd'hui, il s'était battu pour sa propre famille, et il avait gagné. 3 mois plus tard, René était assis sur sa terrasse arrière, regardant Pierre pousser Emma sur la balançoire qu'il avait installée la semaine précédente. Les rires de la petite fille résonnaient dans la cour, purs et joyeux. Elle faisait encore des cauchemars parfois, posait encore occasionnellement des questions sur son papy et sa mamie, mais elle guérissait, entourée d'amour et de stabilité. Le procès pénal de Michel et Béatrice Carlier était programmé pour le mois suivant. La procureure de la République, une femme déterminée nommée Angéline Mercier, s'était montrée méticuleuse dans la constitution de son dossier. Elle avait découvert encore plus de fraudes que René n'en avait mis au jour. Falsification de dossiers médicaux, documents contrefaits, et un schéma de manipulation s'étalant sur des années. Ce que René avait révélé n'était que la partie émergée d'un iceberg extrêmement corrompu. Plus haut, papa, s'est écrié Emma, et Pierre s'est exécuté, la poussant jusqu'à ce qu'elle vole dans les airs. Le téléphone de René a sonné. Il a envisagé de l'ignorer. Il était officiellement à la retraite après tout, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. L'identifiant de l'appelant affichait Geneviève Caron. « René, j'ai une affaire dont il faut que je vous parle », a-t-elle déclaré sans préambule. « Je suis à la retraite, vous vous souvenez ? Une mère à Orléans a perdu la garde de ses jumeaux au profit de la riche famille de son ex-mari. Les preuves contre elle sentent le faux à plein nez. Tout comme ce que les Carlier ont tenté de faire. Elle n'a pas les moyens de se payer des enquêteurs. Elle cumule 2 emplois et arrive à peine à payer son loyer, alors affronter des millionnaires au tribunal. » René a regardé Pierre rattraper Emma en bas du toboggan. Tous deux riaient. Il a repensé à cet appel désespéré 3 mois plus tôt, à la façon dont il avait failli les perdre tous les deux à cause des manipulations des Carlier. « Envoyez-moi les détails, » a-t-il dit. « Je savais que vous diriez oui. Mais Geneviève, je ne fais pas ça pour l'argent, et je ne le fais pas seul. Pierre et moi formons une équipe, maintenant. Encore mieux. Je vous envoie un email ce soir. » René a raccroché et s'est dirigé vers l'endroit où Pierre construisait un château de sable avec Emma. Son fils a levé les yeux, les sourcils haussés dans une expression interrogative. « Que dirais-tu de m'aider sur un coup ?» a demandé René. « Il y a une mère là-dehors qui est sur le point de perdre ses enfants à cause de gens qui manipulent le système. » Pierre a jeté un coup d'œil à Emma, puis a de nouveau regardé son père. « Que pourrais-je bien faire ? Je ne suis pas enquêteur. » « Non, mais tu sais ce que ça fait de voir quelqu'un essayer de te prendre ton enfant. Cette perspective est précieuse. Et tu as un bon contact avec les gens, Pierre. Tu l'as toujours eu. Je peux trouver les preuves. Tu peux m'aider à comprendre le côté humain. » Emma a tiré sur la manche de Pierre. « Papy, est-ce que tu vas aider des gens comme papa ?» René s'est accroupi à sa hauteur. « Quelque chose comme ça, ma puce. Parfois, les gens bien ont besoin d'aide quand les méchants sont injustes. Ton papa et moi allons nous assurer que les gens bien gagnent. Comme des super-héros. » Pierre a ri. « Pas tout à fait, bébé. Disons plutôt exactement comme des super-héros, » l'a interrompu René en faisant un clin d'œil à Emma. « Sauf que nous utilisons des dossiers à la place des capes. » Ce soir-là, après que Pierre et Emma soient rentrés chez eux, René a ouvert son ordinateur et a lu le dossier que Geneviève lui avait envoyé. C'était d'une familiarité déprimante. Des grands-parents fortunés affirmant que la mère était inapte, des témoignages achetés, des preuves fabriquées. Mais la mère, une femme nommée Clara Brochant, n'avait pas les moyens de se défendre. Son avocat commis d'office était surchargé de travail et manquait de moyens. René a commencé à prendre des notes, repérant déjà les schémas récurrents, les faiblesses dans le dossier des grands-parents. Il allait faire ce qu'il avait fait pour Pierre, suivre l'argent, faire éclater la vérité et rendre la justice. Seulement cette fois, il ne travaillerait pas seul. Il a décroché son téléphone et a appelé Pierre. « Papa, tout va bien ? » « Tout va bien. Je me disais juste, et si on en faisait une activité régulière ? Toi et moi. Aidant des familles qui se font écraser par des gens qui ont de l'argent et du pouvoir. J'ai les compétences d'enquêteur. Tu as les horaires de professeur qui te laissent tes étés libres. Nous pourrions vraiment faire une différence. » Il y a eu un long silence.
Papa, je dois penser à Emma. Je ne peux pas simplement. Je sais. Et elle passe avant tout, toujours. Mais réfléchis-y, Pierre. Nous pourrions aider d'autres enfants à rester avec leurs parents. Nous pourrions empêcher des gens comme les Carlier de détruire des familles. Nous pourrions transformer ce qui nous est arrivé en quelque chose de positif. Un autre silence. Plus long, cette fois. Est-ce que je peux laisser reposer la nuit? Bien sûr. Mais Pierre, quelle que soit ta décision, je suis fier de toi. La façon dont tu as tout géré, le père que tu es pour Emma. Tu es un homme bien meilleur que je ne l'ai jamais été. Ce n'est pas vrai, papa. Tu nous as sauvés. Tu aurais fait la même chose pour Emma. C'est ce que fait la famille. Après avoir raccroché, René s'est replongé dans ses notes. Il avait 62 ans, était censé être à la retraite. Mais, assis là à examiner le dossier de Clara Brochant, il ressentait l'attrait familier d'une énigme à résoudre. C'était ce pourquoi il était fait. Peut-être pas pour toujours, mais pour le moment, tant que des familles auraient besoin de quelqu'un qui sache comment combattre les puissants et l'emporter. Son téléphone a vibré avec un texto de Pierre, « Je marche, mais seulement pour les affaires où nous sommes sûrs d'aider les bonnes personnes. Et Emma vient au bureau avec nous quand elle n'est pas à l'école. Elle pourra être notre mascotte. » René a souri et a répondu, « Marché conclu. Bienvenue dans l'entreprise familiale des Lemaire. » Il a regardé la photo sur son bureau. Pierre, Emma et lui-même, prises le week-end dernier au parc. 3 générations unies non seulement par les liens du sang, mais par le combat. Ils s'étaient battus l'un pour l'autre et avaient triomphé. À présent, ils se battraient pour les autres. Michel et Béatrice Carlier avaient cru pouvoir se servir de leur richesse et de leur relation pour voler un enfant. Ils avaient pensé que Pierre était sans défense, qu'un professeur de la classe moyenne ne ferait pas le poids face à leur argent et leur pouvoir. Ils avaient eu tort, et leur erreur leur avait tout coûté. Plus important encore, leur erreur avait créé quelque chose qu'ils n'avaient jamais voulu provoquer. Elle avait rapproché René et Pierre plus qu'ils ne l'avaient jamais été. Elle avait prouvé à Emma que sa famille se battrait toujours pour elle, et elle avait donné à René un but plus profond que n'importe quelle affaire sur laquelle il avait travaillé au cours de ses 30 années de carrière. Les Carlier passeraient en jugement le mois suivant. Leurs avocats négociaient déjà des plaidés coupables, tentant de leur éviter la prison, mais le mal était fait. Leur réputation était détruite. Leurs amis les avaient abandonnés, et ils ne reverraient jamais Emma. René ne prenait aucun plaisir à leur souffrance. Mais ils n'éprouvaient pas non plus le moindre regret. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient décidé que leur désir comptait davantage que le besoin d'une enfant d'être avec son père. Ils avaient parié que personne ne les arrêterait. Ils auraient dû vérifier contre qui ils pariaient. René Lemaire, enquêteur vétéran avec 30 ans de lutte anticorruption, avait tenu tête à des sénateurs et des chefs de la mafia. 2 grands-parents parisiens imbus d'eux-mêmes n'avaient jamais eu la moindre chance. Ils étaient venus à la guerre avec un chéquier. René y avait apporté 3 décennies d'expérience passées à démanteler les réseaux de ceux qui se croyaient au-dessus des lois. L'issue n'avait jamais vraiment fait de doute. Il a refermé son ordinateur et s'est approché de la fenêtre, contemplant le ciel nocturne. Quelque part dehors, Clara Brochant était probablement éveillée dans son lit, terrifiée à l'idée de perdre ses enfants. Elle l'ignorait encore, mais l'aide était en route. L'entreprise familiale des Lemaire était ouverte aux clients, et ils n'avaient encore jamais perdu une affaire. C'est ici que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.